Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui on embarque dans une épopée pour comprendre un des objets magiques les plus emblématiques et les plus chaotiques de Donjons Dragons, The Deck of Many Things. Que vous soyez un maître du jeu en quête de rebondissements épiques ou un joueur curieux de découvrir comment ce jeu de cartes légendaire peut transformer vos aventures, cette vidéo est pour vous. On va explorer ensemble les différentes façons d'utiliser le paquet. Donc, des mécaniques de jeu aux idées narratives. Donc, préparez-vous à faire des choix risqués et à découvrir les conséquences, parfois hilarantes, parfois catastrophiques, que ce deck peut déclencher. The Deck of Many Things est aussi ancien que Donjons Dragons, mais il a connu de nombreuses variations au cours de près de 50 ans. Donc, la 5e édition revient à une approche plus minimaliste du paquet de cartes. Donc, le livre Book of Many Things enrichit encore l'héritage du deck, explorant ses nombreuses variations à travers le multivers. Donc, à travers toutes les incarnations, le Deck of Many Things incarne l'essence de Donjons et Dragons: aventure, imprévisibilité et créativité. Toujours en mutation, il s'adapte aux besoins de chaque table de jeu, offrant des expériences mémorables où chaque tirage peut changer le cours du destin. L'histoire du Deck of Many Things débute avec Asteria, une humaine qui implore Istus, la déesse du destin, de sauver la vie de sa chère amie Urial. En réponse, Istus crée un jeu de 22 cartes magiques inspirées des constellations du ciel nocturne. 13 de ces cartes sont utilisées pour altérer les destins d'Asteria et Urial, formant ainsi le premier Deck of Many Things, un artefact au pouvoir immense et imprévisible. Grâce à son origine divine, le deck se manifeste rapidement sous d'innombrables formes à travers le multivers. Certains decks contiennent seulement les 13 cartes utilisées pour Asteria, tandis que d'autres optent pour des formes plus originales, donc un cercle de 22 portails ou même un dé à 22 faces, chaque résultat ayant le pouvoir de changer un destin. Donc, inspirés par ce phénomène, des mages légendaires et des prêtres dédiés aux dieux du destin ont aussi tenté de créer leur propre carte magique. Donc, ces expérimentations-là donnent souvent naissance à de nouveaux objets, comme le Deck of Miscellany ou le Deck of Wonder, par exemple. Parfois, une carte unique aussi rejoint le Deck of Many Things, se répliquant à travers le multivers pour former le mystérieux Deck of Many More Things. Cependant, les dangers du deck sont nombreux. La carte Skull oblige à combattre un avatar de la mort et ceux qui succombent renaissent en mort-vivant, condamnés à exister aussi longtemps que les variations du deck subsistent. Ces âmes tourmentées forment la Grim Arrow, une horde implacable parcourant le multivers pour détruire chaque manifestation du deck et mettre fin à leur malédiction. Pour contrer cette menace, un ange fonde la Solar Bastion, une organisation dédiée à protéger les innocents des dangers du deck et de ses créatures. Donc, le Deck of Many Things est un outil puissant et imprévisible, capable de bouleverser le cours d'une campagne en un instant. Un personnage pourrait hériter d'un domaine, modifiant l'orientation du jeu vers sa défense et son entretien, ou se retrouver emprisonné dans une prison inaccessible séparée de ses compagnons. Pour certains groupes, ces rebondissements inattendus ajoutent du piquant à l'aventure, tandis que d'autres préfèrent éviter de tels bouleversements. Le Deck of Many Things peut être adapté aussi pour enrichir votre campagne, que vous optiez pour une personnalisation des cartes carrément ou une approche plus narrative. Personnaliser le deck permet de sélectionner les cartes adaptées au niveau des personnages ou à l'ambiance de la campagne, comme un deck de démarrage pour débutants. On pourrait mettre juste Comet, Fate, Fool ou un deck of Horror pour des aventures sombres et dangereuses. Une approche narrative offre aussi une expérience encore plus immersive. Les cartes peuvent prédire des événements futurs, intégrant leurs effets dans l'histoire à des moments clés. Par exemple, la carte Knight pourrait annoncer la rencontre d'un guerrier fidèle, tandis que Gem pourrait prédire une richesse à venir. Donc, cette méthode transforme le deck en un moteur narratif intriguant plutôt qu'un simple générateur d'effets immédiats. Donc, grâce à ces stratégies, le Deck of Many Things devient bien plus qu'un artefact. Il devient un outil puissant pour façonner les récits mémorables, captiver vos joueurs et les plonger dans des aventures inoubliables. Donc, le fonctionnement classique du deck.
Le Deck of Many Things, c'est un artefact légendaire dont les cartes renferment des pouvoirs capables de transformer le destin de ceux qui les tirent. Toutefois, les effets se déclenchent que si la personne manipulant le deck exprime clairement son intention de tirer des cartes et précise le nombre. Donc sinon, la magie du deck reste en sommeil, permettant une manipulation des cartes sans danger. Lorsqu'un personnage annonce vouloir tirer une ou plusieurs cartes, il commence par annoncer le nombre, puis tire les cartes. Chaque carte tirée prend effet immédiatement. Toutes les cartes annoncées doivent être tirées. Il ne peut pas se passer plus d'1 heure entre le tirage de 2 cartes annoncées. Si vous ne tirez pas toutes les cartes dans le temps prévu, les cartes restantes s'envolent du deck et prennent effet tout en même temps. Donc, une fois qu'une carte est piochée, elle disparaît. À moins que la carte ne soit le fou ou le bouffon, la carte réapparaît dans le paquet qui va être brassé, ce qui permet de piocher 2 fois la même carte de suite. Donc, les cartes du paquet sont premièrement balance. Vous pouvez augmenter l'une de vos valeurs de caractéristiques de 2 jusqu'à un maximum de 22, à condition de diminuer également une de vos valeurs de caractéristiques de 2. Donc, vous ne pouvez pas diminuer une capacité dont la valeur est de 5 ou moins non plus. Alternativement, vous pouvez choisir de ne pas ajuster vos valeurs de caractéristiques. Dans ce cas-là, la carte n'a juste pas d'effet. La carte comète. La prochaine fois que vous entrez dans le combat contre une ou plusieurs créatures hostiles, vous pouvez en sélectionner une comme votre ennemi choisi lorsque vous lancez l'initiative. Si vous réduisez votre ennemi à 0 point de vie pendant le combat, vous avez l'avantage au jet de sauvegarde contre la mort pendant 1 an. Si quelqu'un d'autre réduit votre ennemi choisi à 0 point de vie ou si vous ne choisissez pas d'ennemi, la carte n'a aucun effet. La carte donjon. Vous disparaissez et vous vous retrouvez enseveli dans un état d'animation suspendu dans une sphère extradimensionnelle. Tout ce que vous portez sur vous, ce que vous transportiez, disparaît avec vous, à l'exception des artefacts qui restent dans l'espace que vous occupiez lorsque vous avez disparu. Donc, vous restez emprisonné jusqu'à ce que vous soyez retrouvé et retiré de la sphère. Vous ne pouvez pas être localisé par une magie de divination, mais un sort de souhait peut révéler l'emplacement de votre prison. Et vous ne piochez plus les cartes que vous étiez supposé piocher s'il en restait. La carte Euryale est le visage de Euryale, la méduse à l'origine, on pourrait dire, qui a mené à la création du paquet. Donc, la carte vous maudit, en un certain sens, puisque c'est une méduse. Vous subissez une pénalité de -2 au jet de sauvegarde lorsque vous êtes maudit de cette manière-là. Seul un dieu ou la magie de la carte Destin peuvent mettre fin à cette malédiction-là. La carte Destin, elle, le tissu de la réalité se défait et se retourne à nouveau, donc vous permettant d'éviter ou d'effacer un événement comme s'il n'y avait jamais eu lieu. Vous pouvez utiliser la magie de la carte dès que vous piochez la carte ou à un autre moment tant que vous n'êtes pas mort. La carte Flamme, un puissant diable devient votre ennemi. Donc, le diable cherche votre ruine et vous tourmente, savourant votre souffrance avant de tenter de vous tuer. Cette inimitié dure jusqu'à ce que vous ou le diable mouriez. La carte du fou, donc vous avez un désavantage sur les tests de D20 pendant les 72 prochaines heures. Donc, vous piochez une autre carte aussi automatiquement. Cette pioche ne compte pas comme l'une de vos pioches déclarées. La carte gemme, 25 bijoux d'une valeur de 2000 pièces d'or chacune ou 50 gemmes d'une valeur de 1000 pièces d'or chacune apparaissent à vos pieds. La carte du bouffon, du jester, donc vous donne un avantage sur les tests de D20 pendant les 72 prochaines heures, où vous pouvez piocher 2 cartes supplémentaires en plus de les pioches que vous avez déclarées. La carte clé, donc une arme magique rare, ou plus rare que celle que vous avez, apparaît sur votre personne. Le maître de jeu choisit l'arme. La carte chevalier, donc vous obtenez le service d'un chevalier qui apparaît magiquement dans un espace inoccupé que vous choisissez à moins de 30 pieds de vous. Le chevalier a le même alignement que vous et vous sert loyalement, jusqu'à la mort, croyant que vous avez été tous les deux attirés l'un vers l'autre par le destin. Donc, vous travaillez avec votre maître de jeu pour créer un nom, créer une histoire à ce personnage non-joueur-là. La carte lune, vous obtenez la capacité de lancer le sort souhait, wish, 1 des 3 fois, donc 1 à 3 fois, aléatoirement.
La carte puzzle, donc vous réduisez définitivement votre intelligence ou votre sagesse de 1 des 4 plus 1 jusqu'à un score minimum de 1. Donc vous pouvez piocher une carte supplémentaire en plus de vos pioches déclarées. La carte voleur, Rogue, donc un personnage non joueur choisi par le maître de jeu, devient hostile envers vous. Vous connaissez pas l'identité de ce personnage non joueur-là jusqu'à ce que lui ou quelqu'un d'autre le relève. Donc, rien de moins qu'un sort de souhait ou une intervention divine ne peut mettre fin à l'hostilité de ce personnage non joueur-là envers vous. La carte ruine, toutes les formes de richesse que vous transportez ou que vous possédez, autres que les objets magiques, sont perdues pour vous. Donc les biens portables disparaissent, les entreprises, les bâtiments, les terrains que vous possédez sont perdus d'une manière qui altère le moins la réalité possible. Si vous aviez un bastion, il est détruit par une calamité indépendante de votre volonté. Donc, tout document prouvant que vous devriez posséder ces choses-là sont aussi perdus et la carte disparaît pour de bon. La carte sage, à tout moment de votre choix dans l'année suivant la pioche de la carte, vous pouvez poser une question en méditation et recevoir mentalement une réponse honnête à cette question-là. La carte crâne, elle, un avatar de la mort apparaît dans un espace inoccupé aussi proche de vous que possible. L'avatar ne cible que vous avec ses attaques, apparaissant comme un squelette fantomatique vêtu d'une robe noire en lambeaux et portant une faux spectrale. L'avatar disparaît lorsqu'il tombe à 0 point de vie ou que vous mouriez. Donc, si un de vos alliés inflige des dégâts à l'avatar, cet allié-là va invoquer un autre avatar de la mort. Le nouvel avatar apparaît dans un espace inoccupé aussi proche que possible de cet allié-là et ne cible que cet allié-là avec les attaques. Donc, vous et vos alliés ne pouvez chacun invoquer qu'un seul avatar là, en conséquence de cette pioche-là. Une créature tuée par un avatar ne peut pas être ramenée à la vie. La carte étoile vous permet d'augmenter un de vos scores de caractéristiques de 2 jusqu'à un maximum de 24. La carte soleil, un objet magique choisi par le maître de jeu, apparaît sur votre personne. De plus, vous gagnez 10 points de vie temporaires par jour à l'aube jusqu'à votre mort. La carte cerf, bon, des cerfs, là, chaque objet magique que vous portez ou transportez se désintègre. Les artefacts en votre possession disparaissent à la place. La carte trône, vous gagnez une maîtrise et une expertise de votre choix entre histoire, perspicacité, intimidation ou persuasion. De plus, vous obtenez la propriété légitime d'un petit donjon quelque part dans le monde. Cependant, le donjon abrite actuellement un ou plusieurs monstres qui doivent être éliminés avant que vous puissiez revendiquer le donjon comme le vôtre. Finalement, la carte vide ou void, donc votre âme est extraite de votre corps et contenue dans un objet, dans un endroit choisi par le maître de jeu. Un ou plusieurs êtres puissants gardent l'endroit. Tant que votre âme est piégée de cette façon-là, votre corps est inerte, cesse de vieillir et n'a besoin ni de nourriture, ni d'air, ni d'eau. Un sort de souhait ne peut pas renvoyer votre âme dans son corps, mais le sort révèle l'emplacement de l'objet qui contient votre âme, et vous ne piochez pas d'autres cartes. Donc, parmi les tirages du Deck of Many Things, la carte Void est sans doute la plus redoutée. Celui qui tire cette carte-là voit son corps s'effondrer, tandis que son âme est emprisonnée dans un objet lointain. Donc, cette carte-là est cruelle, puis pose des défis complexes aussi pour le maître de jeu, le groupe d'aventuriers et le joueur concerné. Donc, où est-ce que l'âme est envoyée, comment le groupe peut la récupérer et comment maintenir l'implication du joueur dont le personnage est rendu inactif. Lorsque la carte Void est tirée, un demi-plan connu sous le nom de Maison des cartes est créé. Donc, ce donjon abrite l'âme du personnage emprisonné dans un masque de porcelaine, placé dans le repère d'un monstre redoutable appelé, le Breath Drinker. Donc, ce lieu, conçu comme un piège mortel, attire le reste du groupe dans une confrontation risquée pour récupérer l'âme de leur allié et la réintégrer dans son corps. Bien que la Maison des cartes offre un cadre épique pour la quête, les maîtres de jeu peuvent choisir de localiser l'âme ailleurs dans la campagne. Quoi qu'il en soit, il est crucial de garder le joueur impliqué pendant que son personnage est hors service parce que le sauvetage peut prendre plusieurs sessions. Donc, un chapitre complet du Book of Many Things donne des idées pour bien intégrer cette carte sans créer de heurts parmi les joueurs. Il est aussi possible d'avoir une utilisation plus variée du Deck of Many Things. Donc, avec le deck vient un livre
permettant différentes interprétations qui permettent une utilisation plus variée. Vous pouvez utiliser le deck à des fins divinatoires, par exemple. Le deck, c'est un accessoire génial pour représenter des rencontres avec des liseurs de bonne aventure. La manière traditionnelle de lire les cartes nécessite 2 personnes, soit une personne à la recherche de réponses et le liseur qui place les cartes et les interprète. Lorsque le joueur pose les questions, il faut éviter qu'elles se répondent par oui ou par non pour que ça fonctionne bien. Donc, les questions ouvertes avec plusieurs possibilités de réponse sont à privilégier. Plusieurs manières aussi de placer les cartes existent avec différents niveaux de complexité. Le tirage en croix à 5 permet une réponse complexe et nuancée, comme les cartes montrent plusieurs perspectives. Donc, la carte centrale, la première carte, est la quête. Elle représente l'aventure en soi ou la situation actuelle. La seconde carte, ce qui est caché, est placée à gauche de la première carte. Elle décrit les éléments du passé de la personne questionnant ses ennemis ou simplement des choses qui ont été oubliées ou négligées. Les forces représentées par cette carte pèsent sur l'esprit du personnage et nuisent à son habileté à faire la quête. La troisième carte est ce qui est nécessaire. Elle est placée à la droite de la première carte. Elle représente les outils nécessaires pour le succès de la quête. Il peut s'agir de l'aide d'un allié ou d'un item utile, mais il peut s'agir aussi d'une connaissance à acquérir. La quatrième carte, le défi, est placée sous la première carte et représente le principal obstacle à la quête. Dans votre interprétation, prenez en compte les réponses aux 2 cartes précédentes pour bien interpréter celle-ci. La dernière carte, le résultat, est placée au-dessus de la première carte. Elle peut représenter la culmination de l'aventure, mais elle peut aussi illuminer les ramifications ou les conséquences qui suivent le succès ou l'échec de la quête. Traditionnellement, le Deck of Many Things est utilisé comme un ensemble complet de cartes. Cependant, chaque carte peut également être dotée de propriétés magiques uniques, permettant au personnage de profiter de ses pouvoirs-là, même s'il ne trouve qu'une seule carte. Donc, cette approche-là est idéale si le deck est l'objet d'une quête. Donc, chaque carte découverte peut octroyer une capacité magique utile pour les aventures, jusqu'à ce que le deck complet soit assemblé, menant à une finale épique. Donc, vous pouvez donc utiliser les cartes comme des objets magiques que possèdent les personnages et que ces derniers peuvent utiliser quand ils le désirent comme une action. Donc, vous pouvez avoir un aperçu très sommaire des propriétés magiques que chacune des cartes peut offrir. La carte Balance peut drainer la force vitale d'une cible, infligeant des dégâts nécrotiques et soignant le lanceur. La carte Comète peut invoquer un météore infligeant des dégâts de feu et contondant dans une zone donnée. La carte Donjon peut être une téléportation temporaire d'une cible vers une prison sur un autre plan. La carte Eurial peut transformer une cible en pierre avec des jets de sauvegarde progressifs. La carte Fate peut conférer un aperçu de l'avenir, améliorant les jets d'attaque, de compétences et de sauvegarde. La carte Flamme peut invoquer un diable obéissant aux commandes tant que la carte est tenue. La carte du Fou peut réduire drastiquement les capacités magiques et offensives d'une cible. La carte Gemme peut contenir un sort de niveau 6, pouvant être lancé une fois par jour. La carte du Bouffon peut permettre de lancer la danse irrésistible d'Otto avec des avantages sur la concentration. La carte Key, la clé, peut offrir plusieurs utilisations du sort Knock. La carte du Chevalier peut transformer la carte en un allié protecteur temporaire. La carte de la Lune peut transformer temporairement le lanceur en une créature lupine résistante aux dégâts. La carte Puzzle peut désactiver les pièges magiques ou mécaniques dans une zone donnée. La carte voleur peut ajouter des dégâts de force à une attaque d'arme. La carte ruine peut permettre de lancer le sort désintégration. La carte du sage peut permettre de lancer contact avec un autre plan, avec des réponses données par une figure mystique. La carte du crâne peut lancer Esprit de la mort comme un sort de niveau 6. La carte étoile peut offrir un avantage au jet de sauvegarde pendant 10 minutes. La carte du soleil peut permettre de lancer Rayon de soleil. La carte des cerfs peut supprimer temporairement les propriétés magiques d'un objet visible. La carte du trône peut renforcer les compétences de persuasion et d'intimidation et permettre de lancer commandement. Et la carte du vide pourrait bannir jusqu'à 3 cibles vers leur plan d'origine.
Il est aussi possible d'utiliser le Deck of Many Things pour construire une aventure plutôt que le mettre en jeu. Donc, The Adventure Spread détermine, avec quand même assez de détails, l'aventure que vivront les personnages avec les challenges, les rencontres, les lieux. La disposition des cartes détermine dans quel contexte l'aventure commence et comment se rencontrent les personnages. Par exemple, la carte du bouffon peut signifier que les aventuriers se trouvent dans un carnaval participant à des jeux. La deuxième carte détermine comment commence l'aventure, donc une mission donnée par un individu, une attaque surprise ou autre chose. Par exemple, la carte de la comète inversée peut signifier que de petites créatures sont en fuite d'une plus grosse. Ainsi, par exemple, des gobelins pourraient envahir la kermesse parce qu'ils sont en train de fuir un ennemi plus grand. Ensuite, on établit le voyage, la transition entre l'introduction et l'aventure en soi. La carte du fou, inversée, peut signifier que les aventuriers vont rencontrer un charlatan en chemin qui va tenter de les voler. Vient ensuite l'entrée du lieu de l'aventure en tant que telle, donc soit un gardien ou une porte à passer. Tirer la carte de Urial, ici, inversée, peut signifier un endroit sombre, avec de minces fenêtres, ou un endroit souterrain. 3 cartes vont représenter les challenges à affronter. Donc, la carte du donjon inversé signifie une créature qui a échappé à la captivité et maintenant est en état sauvage. La carte des destinées peut représenter une green hag qui investigue elle aussi l'endroit. Et les flammes inversées peuvent représenter une autre créature fuyant un danger, par exemple celle qui gardera le trésor. Donc, par cohérence, vous pourriez ajouter d'autres gobelins en fuite. Ensuite, on pige une carte qui va représenter le trésor, qui représente le but, la récompense, la quête. Mais avant, un gardien représente le dernier obstacle qui garde le trésor. Donc, la carte du gem pour le trésor représente un joyau précieux ou magique. Et la carte de la balance pour le gardien signifie un ennemi impartial, comme par exemple un construct, une bête. Donc, ce gardien doit être cohérent aussi avec le reste de l'histoire. Donc, probablement celui qui a fait fuir les gobelins au début, donc assez puissant. Il est possible pour le maître de jeu de préparer sa quête à l'avance, à l'insu des joueurs, mais il est aussi possible de révéler les cartes devant eux, dans un cadre divinatoire, puis regarder les joueurs essayer de comprendre leur signification. Puis quand les choses commencent à se passer en jeu, commencer à faire des liens, puis essayer de comprendre le reste de l'histoire. Le Journey Spread, c'est une méthode qui enrichit les longs voyages en campagne et transforme chaque jour en une opportunité narrative unique. Donc, en disposant les cartes dans un arrangement spécifique, vous pouvez utiliser leur signification, position et orientation pour improviser des défis, des rencontres ou des récompenses. Donc, le procédé convient particulièrement au voyage d'une durée équivalente au nombre de joueurs. Donc, chaque jour de voyage, 2 cartes sont disposées. La carte supérieure va être le défi. À chaque début de journée, donc, un joueur retourne la carte supérieure qui représente un événement marquant. Ça peut être un site exploré, une décision à prendre ou un défi à relever. Donc, un défi de compétence, une rencontre, un mini-donjon. Donc, le joueur dont c'est le tour est au centre de l'action. La carte inférieure représente la récompense ou la ruine si c'est pas réussi. Donc, une fois le défi résolu, cette carte détermine les conséquences, bonnes ou mauvaises, en fonction de la réussite des personnages. Donc, par exemple, les récompenses. Ça pourrait être une aide amicale. Donc, les personnages rencontrent un allié qui offre nourriture, abri ou information. Ça pourrait être des provisions abondantes. Donc, de la nourriture, de l'eau en quantité suffisante qui permettent aux personnages de commencer la journée suivante avec une inspiration. Ça pourrait être une réduction du temps du voyage, un raccourci. Il découvre un raccourci là, qui va diminuer le trajet d'un jour. Ça pourrait être un trésor, donc une récompense matérielle inspirée par la carte. À l'inverse, si le joueur ou les joueurs échouent le défi, ben ça pourrait être des ruines. Donc, une rencontre dangereuse. Un échec au défi entraîne un combat ardu. Ça pourrait être un épuisement. Les personnages subissent 2 niveaux d'épuisement. Un allongement au voyage. Donc, des obstacles ajoutent un jour au trajet. Une perte d'équipement. Des rations ou matériels non magiques ont été perdus durant la journée. Ça pourrait être une nuit agitée. Donc, les personnages ne peuvent pas achever un repos long parce qu'ils sont pas capables de dormir. Donc, concrètement, à quoi ça peut ressembler? Le jour 1, donc on pige la carte Sage et le groupe découvre un promontoire offrant une vue panoramique. Un test de sagesse, perception ou survie de difficulté 15 permet de choisir le meilleur chemin.
La récompense ou la ruine de cette journée-là est la carte comète. Donc, en cas de réussite, le voyage est réduit d'1 jour, mais des présages inquiétants apparaissent. En cas d'échec, des cauchemars empêchent un repos long. Lors de la deuxième journée, le défi, c'est le bouffon inversé. Donc, une journée catastrophique remplie de mésaventures naturelles demande plusieurs tests de constitution de difficulté 10. Donc, la récompense ou la ruine, à ce moment-là, on pige la carte fou. En cas de succès, le groupe trouve un chapeau de déguisement, par exemple. En cas d'échec, ils subissent 2 niveaux d'épuisement. Le jour 3, le défi, c'est la carte donjon. Donc, une ménagerie cruelle d'un collectionneur excentrique pose un dilemme. Est-ce qu'il faut mieux libérer les monstres ou éviter les lieux? La récompense ou la ruine, c'est la carte gemme. En cas de succès, les trésors précieux sont découverts. En cas d'échec, les personnages tombent dans le piège. Donc, le Journey Spread transforme les voyages en aventures captivantes. Les défis, les récompenses, inspirés aussi par les cartes, enrichissent la narration, engagent les joueurs dans des choix significatifs tout au long de leur périple. Une autre option avec le Deck of Many Things, c'est de créer un deck de rencontres. Donc, c'est une méthode relativement inventive et dynamique pour générer des rencontres aléatoires en remplaçant les traditionnels jets sur les tables par un tirage de cartes. Donc, cette approche-là permet non seulement de personnaliser les rencontres, mais aussi d'ajouter une dimension narrative au fil de l'exploration des personnages, tout en évitant les répétitions. Donc, pour construire votre deck de rencontres, vous assemblez un ensemble de 20 cartes, chacune représentant un monstre ou un événement spécial. Les cartes peuvent être issues de jeux existants, là, comme on s'entend, le Deck of Many Things, ou vous pouvez prendre des cartes de tarot, simplement des fiches aussi que vous avez pris des notes manuscrites. Lorsqu'une rencontre survient, mélangez le deck, tirez autant de cartes qu'il y a de personnages. Ces cartes vont déterminer les créatures ou les situations que les aventuriers devront affronter. Une fois une rencontre terminée, retirez les cartes des monstres vaincus, évitant ainsi leur répétition ou réapparition là, dans le paquet de cartes, permettant une progression narrative fluide. Le deck évolue aussi en fonction des actions des personnages et des événements de l'histoire. Vous pouvez introduire progressivement des créatures plus dangereuses ou modifier la thématique des rencontres pour refléter l'évolution de la menace. Par exemple, une forêt paisible explorée par des aventuriers pourrait progressivement dévoiler une corruption démoniaque à mesure que les cartes représentant des gnolls ou des cultistes sont ajoutées au deck. Les cartes d'objectifs, comme un boss ou un site important, peuvent être insérées au moment opportun pour renforcer le suspense et le sentiment de progression. C'est aussi possible d'utiliser le Deck of Many Things pour influencer les origines et le tempérament des personnages joueurs lors de leur création. Donc, lorsque Istus a créé le premier Deck of Many Things, elle s'est inspirée des constellations du ciel pour concevoir chaque carte. Donc, ces constellations-là, regroupées sous le nom de ciel des multiples destins, incarnent des forces magiques et un zodiaque unique capable d'influencer la destinée de ceux qui sont nés sous ces signes-là. Donc, le zodiaque ne se limite pas à un simple outil cosmique. Il offre une multitude de possibilités narratives, autant pour enrichir les histoires des personnages que pour inspirer des aventures centrées sur la prophétie et le destin. Donc, un signe du zodiaque, c'est une entité mythologique associée à une constellation d'un zodiaque. Donc, dans le cadre du ciel des multiples destins, une créature est considérée comme étant née sous un signe du zodiaque si la date de naissance correspond à la période où la constellation de ce signe-là est le plus visible dans le ciel nocturne. Dans d'autres traditions zodiacales, le signe solaire d'une créature, donc la constellation qui se superposait au soleil au moment de sa naissance, peut revêtir une plus grande importance. Donc, le maître de jeu, les joueurs, la session 0, vous choisirez si c'est quelque chose qui vous inspire. Donc, chaque signe du zodiaque est lié à un présage, une prophétie vague concernant les événements de la vie d'un individu. Ces prédictions-là peuvent ne pas se réaliser ou se manifester de manière inattendue. Le Book of Many Things, donc ce livre-là, vient avec le deck, la boîte contenant le paquet de cartes, et offre plusieurs outils supplémentaires en lien avec la thématique du Deck of Many Things. Un chapitre porte sur les énigmes et puzzles ayant pour thème le deck. Un autre chapitre va porter sur les objets magiques et va en présenter également de nouveaux associés au deck. Comme le deck peut offrir des richesses aux joueurs, le livre va regorger du système magique et de suggestions de richesses pour pas débalancer votre campagne. Un autre chapitre va présenter des monstres inspirés par le Deck of Many Things, organisés par ordre alphabétique.
comme on voit souvent. Et un autre chapitre va présenter 3 démons importants pouvant être révélés par la carte flamme. Le livre présente aussi des lieux comme la Sealy Market, un marché féerique itinérant, idéal pour enrichir vos campagnes avec une touche de magie d'émerveillement. Le marché pouvant apparaître dans des clairières forestières, des canyons rocheux ou tout juste un autre lieu empreint de la nature, là. Donc, ça permet aux aventuriers de côtoyer des créatures féeriques extraordinaires, d'acquérir des objets magiques par des moyens plus inhabituels qu'un simple tour au centre-ville. Pour sa part, la Harrow Hall, c'est une forteresse maudite, une opportunité fascinante pour tout groupe d'aventuriers en quête de gloire ou un refuge stratégique. Donc, le château est isolé, entouré par une fosse asséchée et plongé dans une brume inquiétante, et le château émerge comme une vision envoûtante. Donc, les murs en pierre, imposants, intacts, sont couronnés par un observatoire astronomique, équipé de télescopes, tandis que des figures spectrales errent derrière ces fenêtres et une créature serpentine géante glisse silencieusement dans la cour. Donc, bien que chargé de mystère et de danger, Harrow Hall pourrait devenir un bastion idéal pour ceux qui osent le revendiquer. Autrefois connu sous le nom de Sovereign Keep, ce château appartenait à Grimorley, un nécromancien qui avait obtenu en tirant la carte Throne du Deck of Many-Things. Donc, obsédé par le pouvoir, Grimorley transforma le château en un piège à armes grâce à un rituel sombre. Toute personne mourant entre ses murs devenait des esprits incorporels, prisonniers du lieu pour l'éternité. Donc, le château est conçu pour mettre à l'épreuve un groupe de 4 personnages de niveau 8 lors d'une exploration intense en une seule session. Cependant, les défis peuvent être ajustés pour des aventuriers de niveau inférieur ou supérieur ou pour des campagnes explorant le Harrow Hall sur plusieurs sessions. Donc, avec des mystères à percer, ses fantômes à apaiser et son pire redoutable à affronter, Harrow Hall promet des aventures riches en frissons et en récompenses ou stratégie, courage et audace seront les clés du succès. Un autre lieu décrit dans le livre, c'est le Gardmore Abbey, une forteresse hantée par un passé tragique. Donc, autrefois sanctuaire dédié à Bahamut par des minotaures pieux, cette colline imposante devint le théâtre d'un conflit sanglant lorsque les cultistes de Baphomet infiltrèrent le temple. Donc, après une guerre fratricide, le temple fut abandonné, ses secrets enfouis sous des siècles de poussière. Donc, Gardmore Abbey, c'est un véritable terrain d'aventure. Donc, ses ruines sont peuplées de factions intrigantes allant d'archéologues minotaures pacifiques à une délégation Githyanki recherchant à gagner la faveur de Mekalat. Donc, les aventuriers doivent naviguer entre ces intrigues-là, négocier avec des anges intransigeants ou affronter des sorcières malveillantes. Donc, chaque choix, façonne leur progression et leur survie. Les défis de la baille varient, permettant aux aventuriers de niveau modeste d'utiliser la furtivité et la ruse, tandis que les plus puissants peuvent affronter Mekalat directement dans son repère. Finalement, la sphère donjon, c'est un mystérieux donjon flottant à travers la mer astrale. Donc, un lieu conçu pour capturer et observer des créatures de tout multivers. Donc, cette prison de métal-là, désormais abandonnée et en ruine, est liée à la carte donjon du Deck of Many-Things. Donc, les personnages qui tirent cette carte-là, ils sont transportés, plongés dans un environnement à la fois étrange et périlleux. Pour les aventuriers piégés dans la sphère donjon, le chaos règne. Donc, des sections entières de la structure sont hors de contrôle, envahies par des systèmes détraqués, des drones errants, des pièges oubliés. Pourtant, cette anarchie-là offre des opportunités pour s'échapper. Donc, vous pouvez briser d'anciennes barrières magiques, déjouer des drones, trouver des zones abandonnées permettant de fuir. Alors voilà, aventurier et maître du jeu, un tour d'horizon des 1001 façons d'intégrer le Deck of Many-Things dans vos parties et aussi ce que contient le livre qui accompagne le deck. Que ce soit pour créer des moments de pur chaos, des rebondissements mémorables ou simplement pour surprendre vos joueurs, ce deck-là reste un outil aussi imprévisible que fascinant. Donc, si cette vidéo-là vous a inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez-vous un petit pouce en l'air si vous aimez ça, commentaires sur vos idées, vos expériences avec le deck, qui a eu beaucoup d'itérations à travers les différentes générations de Donjons Dragons. Donc, vous pouvez me lancer vos idées, vos expériences, et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur YouTube, sur Facebook, et vous pouvez venir nous voir sur Patreon si vous voulez nous encourager et avoir notre contenu en avance. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se dit à très bientôt. Bye!